comment ça, je suis en retard par rapport à la rentrée scolaire? Non, la rentrée scolaire, c'est quand moi, je publie mon nouvel épisode. Voilà, donc c'est le 9 décembre, apparemment, la rentrée scolaire. Aussi, j'étais peut-être un peu occupé, puisque j'ai eu un enfant en septembre. Donc, déjà, ce qui me permet une perspective supérieure sur les choses. Hein, toutes les personnes qui te disent en général non, mais toi, tu peux pas comprendre parce que t'as pas d'enfant, gna, 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 gna. Ça y est, j'en ai un. Je peux donc tout comprendre. Donc, calmez-vous. Également, j'étais un peu occupé par d'autres projets, notamment plus d'épisodes que j'ai pu sortir avec Kenny Vago et Emma de Foucault sur le dernier podcast après la fin du monde. Profitez-en pour aller jeter une oreille ou un œil sur YouTube, où on dit voilà des obscénités qui nous rapprochent petit à petit de l'apocalypse. En attendant l'épisode d'aujourd'hui de Sugar Free, vous allez pouvoir écouter Omar Kamel, invité favori des fans, puisque je l'avais déjà reçu à l'épisode 42, enseignant en Sciences Po, spécialiste des médias et des conflits armés, où là, on a un peu parlé de l'Iran et du Qatar, du monde arabe, du Moyen-Orient, comment il est vu par nos sociétés occidentales, et justement pour avoir un petit peu recontextualiser un peu toutes ces news qu'on peut voir parfois à la télé. Donc voilà, c'est histoire d'enrichir et de nuancer tout ce que vous pouvez voir sur CNews ou BFM TV. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur toutes les plateformes. Normalement, il y a les liens dans la description, mais même par mail si vous voulez, sugarfree@gmail.com. Si vous avez des choses à redire sur ce qu'on a pu dire, j'ai même fait des petits errata, parce que oui, je manie très bien le pluriel au latin. Voilà, si on s'était trompé sur des villes ou une année ou des choses comme ça, sur la version YouTube, je le fais apparaître grâce à la magie du montage. Mais comme d'habitude, j'adore parler avec Omar, et j'ai hâte même presque de le re-recevoir pour qu'on discute un peu plus de quelques problématiques qu'on a pu ouvrir en parlant justement de ce choc des cultures entre pays occidentaux et des organismes comme la FIFA versus justement la façon de faire traditionnelle de certains pays du monde arabe. Voilà. Et comme d'habitude, mettez 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui peut m'aider. Et je tiens également à remercier tous mes souscripteurs de mon Patreon qui, grâce à vos 2 € par mois, me permettent d'acheter un peu plus de matos et de faire un peu plus de travail sur ces podcasts. Bisous à tous. Si, en vrai, j'ai écouté 2 très bons podcasts là-dessus. C'est devenu vraiment une phrase de Melania. Là. J'ai écouté J'ai écouté un podcast et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Non, mais justement parce que à cause de ce qui se passe en ce moment, t'avais Abbas Amanat sur Lex Fridman. Ouais. Et qui est historien à Yale, okay. Iranien. Et du coup, il a écrit pas mal de livres sur le sujet, sur l'histoire moderne de l'Iran. Et t'en as pas mal, en vrai, qui ont pas mal parlé là-dessus, surtout en vue de ce qui se passe. Toi, tu connais le sujet un peu ou pas? Alors, j'aime bien penser que moi, parfois, je suis le meilleur indicateur pour certaines news où, en fait, tu vois, typiquement, pour un Français, par exemple, le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud, c'est des endroits où on en entend parler 4 fois par an. Et du coup, tu sais, tu deviens tu connais que 4 anecdotes ou 4 trucs qui sont en général... Si c'est le Moyen-Orient, qui sont en général des mini-révolutions, mais en fait qui tiennent jamais, tu vois ce que je veux dire? Et l'Amérique du Sud, genre une élection par-ci et un problème bancaire par-là, voilà, c'est ça. Et du coup, là, en fait, qu'est-ce qu'on nous a présenté de manière assez simple, c'est une bavure, en gros, qui fait qu'on tient d'un coup, on en a quelque chose à faire de la condition de la femme en Iran. Mais ce qui est tant mieux, après c'est comme tout, c'est genre l'être humain, il se bouge que quand il y a un trauma ou il y a un problème, donc voilà. Après, alors c'est intéressant parce que
Je crois qu'un peu par accident, je suis tombé sur des discussions par rapport à... parce que Biden, là, je sais pas si tu avais vu ce qu'il avait fait dire par un ancien mec du Ah, je ministère de connais pas. l'Intérieur ou je sais pas quoi. Ouais, Ça veut dire que ils envisageaient ouais. l'option militaire si l'Iran continuait à enrichir son uranium, en fait. Ah, ok, j'ai pas vu ça. Et du coup, en fait, enfin, pourquoi je te dis ça, c'est qu'en fait, tout était lié parce que dans cette discussion, justement, il y a des gens qui disaient que déjà le dire, c'est un coup de pression Ouais. au régime iranien, Mm. mais c'est aussi un petit clin d'œil à toute cette mini-révolte qui se fait en mode tiens, si ça peut faire un peu plus de désorganisation du régime, ou j'en sais rien, tu vois ce que Si je on veux peut les dire. déstabiliser plus pour vous. Voilà, enfin, Ok. c'est pas aussi généreux, hein. C'est pas genre, c'est pas pour déstabiliser pour vous qui êtes en train de faire la volte, c'est juste déstabiliser pour pas Ouais. que vous enrichissiez de l'uranium parce qu'on veut pas Ouais. que vous le fassiez, quoi. Ok. Non, c'est marrant. Après, tu vois, les États-Unis, ça reste un acteur très inquiétant pour les Iraniens. Dû notamment à l'histoire. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de la révolution iranienne de 79. Écoute, On peut faire le topo si tu tu veux. veux, Hein. mais vaguement, on sait Ouais. que à un certain moment, il y a Ouais. eu une ingérence, Ouais. clairement des Américains, Ouais. qui a fait tomber le truc dans le fondamentalisme Exactement. islamique. Ouais. Mais bon, ils s'en battaient les couilles parce que, enfin, toujours pareil, tu défends tes intérêts, enfin, tout comme la France le fait mille Ouais. fois avec plein de régimes qui t'obligent à porter des foulards, quoi. J'aime beaucoup cette idée de. T'es l'indicateur parfait. Non, je suis l'indicateur parfait sur les nouvelles news. Même des anciennes, hein. Je pense que la Mais plupart des gens auront probablement le même degré de connaissance de l'Iran. ouais, Tu dirais pas? Tu penses pas? c'est juste que j'ai pas regardé Wikipédia Iran, mais par contre, les trucs Ok. que je vois Oui. dans les films ou Ouais. des choses comme ça, Ouais. je les retiens. Et C'était ce quoi qui le me donne un film peu, de propagande américaine là? Argo, c'est ça? Où t'avais l'épisode du CIA en Ouais. Iran, c'était ça? Ouais, ouais. Ça dit un truc? Argo, ouais. Ouais, je pense que De c'était la ça. CIA qui a réussi à extrader plusieurs agents. Exactement. Ils les ont fait passer Pour pour des des gens. gens de l'ambassade Ouais. canadienne. Et ensuite, finalement, pour des gens qui faisaient un film en Exactement. Iran. Ouais. Exactement. Ça, c'est excellent après. Mais même, je pense, on n'a pas conscience du nombre d'agents qu'il y avait en Iran, surtout à ce moment-là. Ouais. Parce que c'était vraiment la base du CIA post-Deuxième Guerre mondiale pour tout le Moyen-Orient et pour toute l'Asie aussi. Ah ouais. Donc, ça veut dire que Téhéran, c'était le... c'était le headquarters, Ouais. c'était le regional headquarters. Et Mais c'est quoi? Tu dirais que c'est Istanbul maintenant aujourd'hui? Quelle est la une bonne ville question. qui a repris un peu ce... Ou alors peut-être ils s'en foutent, ils utilisent que des ordinateurs, tu vois ce que je veux dire? C'est une très bonne question. Non, j'imagine qu'ils ont appris leur leçon et qu'ils sont maintenant dans plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, voire la Turquie, effectivement. Je me demande s'il y a vraiment un remplacement. Enfin, en Iran, par exemple, pour donner un exemple, c'est les dollars américains étaient fabriqués à Détroit, à New York, à Téhéran. Ah ouais. Ils avaient eu des machines Ils avaient qui les fabriquaient les presses des 20 à dollars. Téhéran, en fait. Ouais, pour fabriquer les 20 dollars parce que c'est ce que tu utilisais pour soudoyer ou pour enrichir un certain clan ou pour essayer Putain. d'acheter des alliés politiques. Donc, ils imprimaient à Téhéran des billets de 20 dollars. Donc non, c'est une base hyper importante. Et à la fois pour les Britanniques et pour les Américains, qui ont profité en fait de l'Iran pour le pétrole depuis 1901. En fait, c'est le moment auquel on a découvert qu'il y avait du pétrole en Iran. Ouais. C'est un homme d'affaires qui s'appelle William Darcy. Donc, il va en Iran. Et en ce moment-là, c'est les Qajars. Donc, c'est la dynastie des Qajars. Et il leur dit, écoutez, si je trouve du pétrole chez vous, je vous propose le deal suivant. Je vous donne 2,5 millions de dollars tout de suite. Et une concession de 16%. 16%, c'est nul comme deal. Hein. Non, parce que normalement, c'est
Bon, c'est du pétrole iranien, mais de la main-d'œuvre anglaise ou américaine, donc Ouais. on fait 50-50. Ouais. Ça, c'est tous les deals. Donc là, il leur dit 16%. Ouais. Les Qadjar, ils sont contents parce qu'ils pensent qu'il n'en trouvera pas. Ouais. Donc ils acceptent le deal. Et en fait, Darcy trouve énormément du pétrole, notamment au sud. Et c'est là où commence, du coup, la compagnie anglo-persane. C'était anglo-persane à ce Ouais. moment-là. Pour, du coup, extraire le pétrole. Sauf que... et en fait, l'histoire de l'Iran, l'histoire moderne de l'Iran est très connectée au pétrole, Ouais. malheureusement. Et du coup, aux ingérences britanniques puis américaines qui ont énormément d'intérêt à garder la main sur ce pétrole-là parce que c'est on est mi-révolution industrielle en gros et on est à la transition du charbon au pétrole. Ouais. Donc c'est à dire que juste avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont commencer à fonctionner avec du pétrole plutôt que du charbon. Et donc le pétrole devient une ressource extrêmement importante. Et à chaque fois que l'Iran va essayer de se démocratiser, donc en 1906 par exemple, ils créent un parlement. Et ils se disent, on veut se démocratiser désormais, on veut avoir un premier ministre, on veut décider de nos propres affaires, etc. Tu as toujours les Britanniques et puis plus tard les Américains qui vont intervenir pour dire non, on n'est pas d'accord. Ou qui vont pousser par exemple les islamistes, ils vont soutenir les islamistes pour dire on n'est pas d'accord. Parce qu'ils ont peur que si cette démocratisation a lieu... Oui, il y a renégociation de... Il y a renégociation immédiate, voire un rejet... nationalisation pure de tout. Ouais. Et en fait, la révolution de 79... c'est directement lié à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en 1953, tu as un premier ministre iranien qui s'appelle Mossadegh. Et Mossadegh, c'est un très bon premier ministre, hyper aimé par le public. Et il veut innover l'Iran. Il veut vraiment faire une révolution culturelle, technologique, en termes d'éducation. Et pour faire ça, il a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il regarde les ressources qu'il a autour de lui et dit écoutez, on a assez plus de pétrole, on nous donne 16%, ça sert à quoi? Et donc, il se dit je vais nationaliser la compagnie anglo-persane, ça devient la compagnie iranienne. Et c'est là où commencent tous les problèmes. Parce que les Britanniques ne sont pas contents de ce move-là. Et donc, ils commencent à chercher du soutien du côté des Américains. Donc, ils vont voir Truman et ils lui disent écoute, il vient de nationaliser, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux nous aider à essayer de le renverser pour voir si on peut reprendre la main sur les puits de pétrole en Iran? Et Truman leur dit non, c'est antidémocratique ce que vous faites, je pourrais jamais soutenir un truc pareil, etc. C'est un immense menteur. Il venait de faire la même chose en Syrie, sauf qu'il ne voulait pas le faire avec les Britanniques dans cette circonstance-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont attendre une année pour l'élection américaine suivante, où c'est Eisenhower qui est élu. Eisenhower qui était l'ancien chef militaire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, lien très étroit avec les Britanniques. Et donc, dès qu'il lui propose la même idée, Eisenhower est d'accord. Il leur dit ok, bon, très bien, on va essayer d'intervenir en Iran pour voir ce qu'on peut faire pour nous redonner un peu d'influence là-dessus. Et donc, le CIA envoie un agent qui s'appelle Kermit Roosevelt, qui est le petit-fils de Theodore Roosevelt, le président précédent. Ouais. Et en fait, il part avec des mallettes d'argent. Ouais. Parce que c'est une technique qui marche assez bien. Tu vas dans les pays du Moyen-Orient et tu soudoies en fait les chefs militaires pour essayer de monter un coup d'État. Ok. Et donc, ils l'ont fait en Syrie, en 49. Ça a très bien marché. La Syrie n'a pas pu s'en remettre depuis. Donc, ils se disent, parfait, on fait la même chose en Iran. Et ils soudoient vraiment des généraux, des chefs militaires. Et ils leur disent, vous allez voir Mossadegh, le Premier ministre, chez lui, au plein milieu de la nuit, et vous l'arrêtez. Donc, très bien, ils font ça. Les chefs militaires prennent rendez-vous un jour. Et ils toquent sur la porte du Premier ministre et ils lui disent, Monsieur le ministre, vous êtes sous état d'arrestation. Et le ministre les regarde. C'est vraiment, ça sort d'un film. Hein. Et leur dit non, monsieur le général, vous êtes en état d'arrestation. Et là, en même temps, tu as plein de soldats qui sortent du jardin et qui arrêtent les généraux. Donc, ils savaient que ça allait arriver, donc ils avaient préparé. Donc, le premier coup d'État échoue. Les Américains n'arrivent pas à faire sauter Mossadegh. Donc, c'est 54, c'est ça, l'année On est, après... 53, 54, ouais. Ce gouvernement-là est en place depuis combien de temps? Mossadegh, 2 ans à peine.
Ok. Ouais. Et avant lui, un autre président, genre c'est vraiment un cycle totalement démocratique C'est un- ou... Tu vois ce Alors que je veux oui, dire? non, parce que ça reste une monarchie. Donc en fait, t'as les chats. Donc là, on rentre peut-être Ouais, ouais. dans un autre détour, mais t'as des chats. Donc t'avais les Kadar qui avaient des chats avant, donc c'est une dynastie. Avec en 1906, t'as la création du Majlis, qui est le nouveau parlement. Ouais. Et en fait, t'as beaucoup de désordre au milieu de l'Iran. Ma question, en gros, c'est Ouais. c'est surtout, Ouais. c'était quand le dernier coup d'État? Avant le coup d'État? Ou tu vois, parce qu'en fait, il y a aussi une facilité à se dire, ok, c'est la CIA qui fomente tout. Ouais, ouais, Et à quel point, en vrai, ouais. il n'y aurait pas un coup d'État militaire, j'allais dire entre guillemets classique, ou est-ce que d'ailleurs ils existent, ou est-ce que au final tous ces coups d'État militaires c'est toujours une ingérence d'une T'as politique toujours un étrangère? peu d'ingérence et t'as toujours un peu de responsabilité personnelle. Ouais. Donc, par exemple, les Britanniques sont là depuis 1901. Ils sont pas contents en 1906 qu'il y a un parlement, donc l'ingérence commence là. Oui, oui, oui. Et donc, après la Première Guerre mondiale, ils restent là. Peut-être que ça te parle, ça explico. C'est un traité entre l'Angleterre et la France qui va se diviser le Moyen-Orient Oui, après oui. la défaite de l'Empire ottoman. Hmm. Et au-delà de ça, c'est comme un surplace au-dessus de ce deal. Il s'était dit avec la Russie, les Britanniques et la Russie s'étaient mis d'accord pour diviser l'Iran après la Première Guerre mondiale. Les Russes prendraient le nord et les Anglais prendraient le sud. Sauf que les Russes se font battre par les Allemands, donc ils sont pas assez forts pour prendre l'Iran, donc ils peuvent pas prendre le territoire tout seuls, les Britanniques, mais ils restent sur place pour s'assurer qu'ils gardent la main sur les puits de pétrole. Mm. Donc il y a de l'ingérence, et en même temps, à cause de cette ingérence, mais aussi à cause de beaucoup d'incompétences domestiques, les Qajars perdent le pouvoir et les Pahlavis montent au pouvoir. Donc Ok. là, on est de 1921, c'est quand Reza Shah va prendre le pouvoir, jusqu'en 79. Et avec ce chat-là, Ouais, il y a quand même une assemblée nationale, etc. etc. ouais, Donc, ouais. Il y a un Majlis, donc le Premier ministre est élu par le Majlis, le Parlement, de manière assez démocratique en vrai. Hein. Bon, c'est pas des élections directes, mais ça reste une forme d'élection. Le Oui, oui. Premier ministre est élu. Est-ce qu'il a beaucoup de pouvoir par rapport au chat? Non. Le chat garde une mainmise sur tout ce qui est l'innovation technologique, l'innovation en termes d'éducation. Et le chat fait beaucoup, d'ailleurs. Alors, pour l'anecdote, il y aura deux chats. Il y a Reza Shah et Mohamed Shah, donc son fils, Mhm. après la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les deux vont être des autoritaires, des dictateurs, ça, il n'y a aucun débat Ouais. là-dessus. Mais ils sont à l'origine de la modernisation de l'Iran. Et donc, c'est grâce à eux que l'Iran va avoir un taux d'alphabétisation Ok, ouais. immense, un éclat en termes du nombre d'universités qu'il va y avoir, innovation technologique, culturelle, les films, les monuments, la culture iranienne à proprement dire va se développer grâce à ces deux-là. Hmm. Est-ce que tu sais le niveau de religiosité dans la monarchie, en tout cas ceux plutôt qu'ils imposent, dans le Ouais. sens où, Dis-moi. comme une sorte de monarchie française, Ouais. tu es obligé de ressouligner qu'en fait tu existes parce que tu es le lieutenant de Dieu sur Terre et que du coup il y a besoin d'avoir un certain niveau de religion dans ta population, ou est-ce qu'en Oui. fait à l'époque de 50 à 70 du coup Si la s'en religion est foutent. très importante, Ouais. elle est très importante. Et notamment, l'une des raisons pour laquelle la démocratie ne fonctionne pas, c'est parce que le pouvoir religieux. Alors, tu as bien évidemment le chat qui est connecté à la dimension religieuse, mais tu as aussi le clergé. Et le clergé n'aime pas la démocratie, historiquement, parce qu'ils ont peur de ce que peuvent choisir le peuple. Souvent, on nous rabâche ça, tu sais, genre, Ouais. ah, mais l'Afghanistan des années 70, il y avait des mini-jupes, il y avait Oui. des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. où est-ce qu'on en est en Iran? Parce qu'en fait, là, il y a Ouais. aussi beaucoup ce prétexte-là, une sorte de... Tu sais, c'est toujours un peu la facilité pour remettre en doute une quelconque souveraineté politique Mhm. d'un autre pays, de pouvoir dire, oui, mais vous êtes des islamistes, tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? oui. Et alors qu'ils ne l'ont pas été toujours. C'est tout Ouais, à fait c'était vrai. ça Oui. ma question. Est-ce que Oui. justement, ouais. Le pouvoir islamique prend vraiment le pouvoir à partir des années 79. 70, D'accord, donc c'est post en gros. C'est vrai coup post-révolution. d'État qui a marché Oui. des Américains. Exactement. Oui, d'accord. C'est post ce moment-là. Et du coup, avant, alors on est clairement dans un monde... Enfin, on est dans une société, j'allais dire,
classique. Occidentalisé, ou qui veut s'occidentaliser. Donc, par exemple, Reza Shah va mettre en place un truc qui s'appelle la Révolution blanche. Et la Révolution blanche, c'est ce dont je t'ai parlé avant, c'était l'évolution de la culture, de l'éducation, et dans, disons, l'idée d'être moderne. Tu vois, donc il veut moderniser Ouais. l'Iran, mais ça veut aussi dire, on va regarder aussi des films américains, on va S'ouvrir au reste du monde s'ouvrir à aussi, ce en fait. monde. Ouais. Les femmes vont se faire beaucoup de chirurgie esthétique, notamment du nez, pour ressembler aux Américains. Tout ça avant 79. Ok. On va... Ouais, donc il y a quand même une ultra perméabilité de la culture, Ouais. etc. Quoi. Ouais. Oui. D'accord. On va essayer de se teindre les cheveux en blanc, ou en blond. Ouais, ok. Parce qu'on veut être trop occidentalisé. Ouais, on a cette espèce de truc. Ouais, ça ressemble plus à la Thaïlande. Alors, tu vois ce genre de Ouais, un choses. peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette ouverture, mais qui reste quand même dans du racisme intégré, en fait, Tout à fait. intériorisé. Ah, de... 100%. Ouais. Ouais. Tu regardes le Liban d'aujourd'hui, c'est pas très loin. Ou le Moyen-Orient d'aujourd'hui, dans une grande mesure. Oui. Tu vois. Oui, Ouais. où tu mets la grande valeur au pays qui, enfin, semi-colonisateur ou colonisateur, Yes. de manière générale. 100%. Ouais. Donc voilà, donc le premier coup d'État ne fonctionne pas. Et donc Kermit Roosevelt, le petit-fils, essaie de trouver une autre manière de faire ça. Le CIA, entre-temps, lui dit non, reviens à la maison, c'est beaucoup trop difficile de faire ce que tu veux faire. Mais lui, il reste, il essaie de trouver une solution. Et au bout d'un moment, il trouve une tactique. Il va commencer à payer les supporters de Mossadegh pour faire des rallyes en faveur de Mossadegh. Et les gens se disent, mais quand il dit ça au CIA, ils disent, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu ferais un truc pareil? Et il leur dit, en fait, non, je vais les payer pour aller au rallye de Mossadegh et le soutenir. Et dès que le rallye sera fini, je vais leur demander de faire un peu de bruit, de casser un peu de trucs de temps en temps. Tu vois, et de plus en plus, il va payer plein de casseurs pour essayer d'intégrer les rallyes de Mossadegh. Et dès que le rallye est fini, tout le monde casse un peu Il y a tout. de la casse. Et il y a de la casse, il y a du désordre. Putain, mais je suis désolé de ramener ça à ça, mais tu vois qu'en fait, c'est des techniques, une fois qu'ils ont corner une technique qui marche bien, ils la font tout le temps, parce que c'était le fameux... merde, c'était quel truc je sais, du G7 ou du FMI, je sais plus, à Seattle, là, c'était quoi? Non, je sais il plus. y a quelques années, où genre là, maintenant, ça a été prouvé qu'il y a eu des gens du FBI qui ont instigé, tu sais, de la casse. C'était pas des George Antifa. Floyd. C'était pas George Floyd. Ah non, c'est George Floyd, il y a 2 ans. Non, moi je te parle d'un truc qui peut-être il y a 10 ans. Okay. Attends, c'est un truc connu là, je sais. Cette espèce de riot, de Seattle riot. Occupy Wall Street. Ouais, un truc qui était peut-être un peu dans la même, dans les mêmes 3 années ou quelque chose comme ça. Ok. Ou ça, juste pour permettre la répression par les flics. Après, tu sais, les Américains sont pas trop forts en manif parce qu'il y en a jamais. Et les manifs là-bas, soit c'est 4 personnes, soit c'est genre une marche tous les 40 ans avec Martin Luther King, tu vois. Du coup, je pense qu'ils se sentaient obligés d'avoir de la casse pour pouvoir les... 100%. Alors qu'ici, on envoie les CRS dès le début, tout va très bien, tu vois. Il y a un terme pour ça, j'essaie de m'en rappeler. Et pour les casseurs, effectivement, c'est devenu un concept où tu payes des casseurs. Notamment, là, c'est les travailleurs des mines. C'est ceux qui travaillaient dans les mines. Ouais. Et qui étaient payés, du coup, par le CIA. Ça, on a les preuves aujourd'hui. Et en fait, je te dis tout ça. On peut faire un fast-forward un peu, si tu veux. Ça marche très bien. Et en fait, Mossadegh fait ses rallyes à chaque fois. Et à la fin, il leur dit, mais arrêtez, pourquoi vous faites ça? Vous êtes mes supporters, arrêtez de tout casser. Il comprend pas. Et en fait, à la fin, le régime militaire et le roi sont presque forcés de dire, bon, t'es plus en charge parce que tes supporters font n'importe quoi. Et donc, il y a un coup d'État et ça fonctionne très bien. Tout ça pour dire que la révolution de 79, elle est basée là-dessus. En fait, la révolution de 79, c'est des étudiants d'université, notamment d'université. Le Shah est malade en ce moment-là, donc il est à l'étranger. Et donc, il y a un peu de désordre en Iran. On est en 78, 79. Et donc, il y a un peu l'opportunité de changer le système. Et donc là, il y a beaucoup de manifestations, notamment à l'ambassade américaine. Et les étudiants se disent, si on va à l'ambassade américaine
et ont réussi à trouver les documents du CIA qui ont prouvé que le CIA, et notamment Roosevelt, c'est eux qui étaient On derrière le payait, coup d'État, ouais. on pourra prouver que c'est à cause du CIA et l'ingérence américaine et britannique Que tout ça historique s'est déroulé. qu'on est ici aujourd'hui. Et en soi, ils avaient raison. Et donc, c'est des manifestations, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ils trouvent toutes Ils ces trouvent tous les preuves-là. documents. Ok. Et en fait, c'est très marrant parce que donc, l'épisode, c'est que tu as les agents du CIA qui entendent parler des manifestations et qui commencent à détruire les documents peu à peu. Oui. Alors que le régime iranien les appelle pour dire mais qu'est-ce que vous faites, partez. Oui. Et donc les CIA, les agents disent non, rien, on part bientôt, on finit juste de détruire les documents. Et ils détruisent les documents, sauf que les étudiants et les manifestants de manière générale rentrent dans l'ambassade, trouvent tous ces documents-là qui sont détruits, mais du coup découpés. découpés. Ouais. Ils prennent les documents dans des sacs en poubelle Et ils font tout et les emmènent dans les écoles à côté de l'ambassade. Et leur dit, vous aimez bien les puzzles, n'est-ce pas? Prenez ces sacs de poubelle et remettez les documents. Ouais, c'est fou. Et ils les C'est recollent. vraiment un truc de film, quoi. Ouais. Ils recollent tout. Ouais. Et ils recollent tout. Et ils gardent en otage, bien sûr, pas mal d'agents de CIA. C'est pour ça qu'il faut toujours brûler les documents que tu veux pas retrouver. Ok. Exactement. C'est simple, quoi. Exactement. Il faut tout brûler. La question, c'est du coup, à partir de 79, Ouais. qu'est-ce qui est au pouvoir, du coup? C'est la fin des Shahs, en gros. Et tu commences à voir le début des ayatollahs. C'est clérical, mais... C'est clérical. Ouais, C'est mais clérical. une sorte de Et monarchie. l'ayatollah... Et en fait, à chaque fois, tous ces Shahs, en fait, avant, et même les ayatollahs, ils ont toujours été aussi durs et aussi violents et aussi répressifs parce qu'ils vivent dans cette peur d'un coup d'État. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'ils renforcent l'état de sécurité. Parce que, en fait, à chaque fois, avant, c'était plein de coups d'État, plein d'ingérences qui font que celui d'avant, elle avait échoué. Ouais. Et donc, ils veulent essayer d'empêcher que ça se reproduise. Donc, ils font un état de sécurité. C'est la peur, c'est classique de pas lâcher le pouvoir, quoi, tout Exactement. simplement. Okay. Exactement. C'est quand qu'on peut montrer du doigt l'islamisation 79. Un peu. Ah, mais ça s'est fait d'un coup, c'est-à-dire que dès que parce que l'ayatollah, est-ce qu'on décide que ce sera un ayatollah et que du coup on durcit d'un coup tout ce qui est religieux, etc. Justement pour faire un petit lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que près 79, t'es une femme à Téhéran, tout le monde s'en fout du hijab ou comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question. Socialement, je ne suis pas sûr, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais je pense qu'en tout cas, c'était bien plus libéral que ça l'est après 79. Ouais. La raison, c'est en 78, pendant qu'il y a tout ce désordre politique, Jimmy Carter dit aux Iraniens qu'il faut se libéraliser. Il faut libéraliser les rangs, il faut moderniser encore plus. Et en fait, ils ont deux choix. Pendant la Révolution, soit on va vers l'islamisme, soit le communisme. C'est les deux choix que tu as en fait en Iran, vu l'influence que tu as du Nord aussi. Mais oui, c'est marrant, tu connais Slavoj Zizek? Ouais. Et il dit souvent tout régime religieux fondamentaliste arrive que par l'échec de la gauche en fait. Tu vois, c'est qu'à un moment, t'as plus de gauche libérale ou ce que tu veux, et que du coup, il se passe ça. C'est 100% ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, à chaque fois, c'est souvent les Britanniques et puis les Américains qui vont encourager les islamistes, qui vont soutenir les islamistes parce qu'ils veulent pas l'alternative. L'alternative, c'est soit la démocratie, soit la gauche, soit les communistes. Et donc là, en 78 et en 79, quand la révolution a lieu, les deux options, c'est on devient communiste ou on devient islamiste. Et les Américains et les Britanniques poussent les islamistes, encouragent, soutiennent les islamistes, et notamment par l'intermédiaire de l'ayatollah Khamenei. Et donc, c'est là où ça devient une république islamique. Avant, ça n'était pas. Là, ça devient une république islamique. Et c'est là où vraiment tu commences à avoir un déclin de la modernisation de l'Iran, qui avant était extrêmement rapide, apprécié, perçu, et applaudi. C'est quoi les relations entre les États-Unis et l'Iran à ce moment-là? Parce qu'en fait, si tu arrives à avoir plus ou moins ce que tu voulais, à pas avoir un truc communiste... Il y a un rejet immense des Américains, parce que maintenant, on a vraiment peur des Américains sur tous les bords, de leur ingérence notamment.
D'ailleurs, pour l'anecdote, la compagnie dont on parlait au tout début, la compagnie anglo-iranienne, enfin anglo-persane puis iranienne, c'est BP Oil and Gas. C'est BP, British Petroleum. D'accord. Voilà, ça devient British Petroleum. Et aujourd'hui, Beyond Petroleum. D'ailleurs, si on veut en parler, c'est un Beyond. coup C'est de au cas où marketing on trouve magnifique. du pétrole sur Mars, c'est Beyond. Ouais. Non, c'est Beyond. On fait plus de pétrole. Ah Tu oui, vois, non, on est en renouvelable aujourd'hui. Oui, Tu t'as vois. raison. On est clean. C'est pour le lithium 3 qu'il y aura sur la Lune, ça, ils vont y aller. Exactement. Et en fait, du coup, après, tu as la guerre Irak-Iran. Tu as la guerre Irak-Iran. Avant, tu as aussi Reagan avec Iran-Contra. Je sais pas si c'est vraiment le scandale où, en gros, tout le monde disait, les gars, on arrête de vendre ou d'acheter des armes à l'Iran. Et donc, toute la communauté internationale se met d'accord là-dessus. Et Reagan, derrière, il passe pour leur vendre des armes, pour avoir de l'argent, qui va ensuite refiler par l'intermédiaire de plein de différents pays au Contra, au Nicaragua. Voilà, pour soutenir le coup d'État qui se passe là-bas. Et en fait, c'est une manière pour lui de détourner des fonds parce que le Congrès ne lui aurait pas donné les fonds pour faire un coup d'État. Voilà. En fait, pour répondre à ta question aussi sur l'islamisation, à la fin des années 90, tu as un premier ministre qui s'appelle Khatami. Et Khatami, à un moment, il dit, les gars, arrêtez, il dit à la police des mœurs, d'ailleurs, arrêtez de dire aux femmes comment mettre leur hijab, parce que ça va devenir un vecteur d'oppression. Tu vois, et c'est là pourquoi on a tu sais, tu vois les photos de femmes iraniennes qui mettent un hijab, peut-être, mais qui n'est pas vraiment bien mis. Tu vois, il est vraiment mis sur l'arrière de la tête. C'est notamment ce fil de pensée-là. C'est dire, écoutez, alors déjà, tu as des premiers ministres qui sont élus de manière assez démocratique et qui disent arrêtez de poursuivre les femmes juste pour leur hijab parce qu'on ne veut pas que ça devienne un symbole d'oppression. Ok. Parce que, alors justement, je veux dire, d'un point de vue extérieur, connaissant pas le level de religion, tu vois, qui est appliqué aux citoyens, moi, dans ma tête, spécialement, tu vois, d'Algériens, pour moi, les Iraniens et les Iraniennes, du coup, parce que tu vois plus les cheveux, tu te dis, ils sont moins dans la religion, tu vois, fondamentale, ou j'en sais rien. Et c'est marrant, ça, la vibe générale que j'ai. Alors qu'en fait, c'était vraiment que ça. Et le reste... non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, non, je pense que t'as raison. Quand même... Oui, mais c'est quand même un ayatollah, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire qu'à quel point, du coup, ça régit le truc? Ou alors, c'est juste que il y a eu une recrudescence de fondamentalisme pour qu'on arrive maintenant au fait que les flics puissent tabasser une... Ok. C'est le pouvoir qui se renforce, en fait, au cours des années et qui essaye de consolider le pouvoir, mais aussi de... T'as toujours ce débat au Moyen-Orient entre islamisme et progrès dans tous les pays. La Turquie, c'était la même chose. C'était pendant très longtemps, est-ce qu'on s'islamise ou est-ce qu'on essaie de faire de l'innovation politique et technologique? Et souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est rarement les deux ensemble, malheureusement. Donc, et donc, dans ce contexte-là, il y a une islamisation qui se renforce de plus en plus. Enfin, une islamisation. Disons, un type d'oppression, en fait. Parce que islamisation ou pas, on ne sait pas si c'est vraiment... L'oppression, en fait, c'est surtout est-ce que dans la vie quotidienne des gens, il y a... un renforcement, disons, des mœurs pseudo-islamiques. Voilà. Ou en tout cas, de ce que veut renforcer l'ayatollah. Voilà. Sachant que aussi, de l'autre côté, tout ce qui est justement ouverture vers la communauté internationale, des choses comme ça, c'est non, quoi. C'est non, mais c'est non aussi à cause de l'Occident. C'est non parce que les États-Unis boycottent. Tu vois, et ils demandent à la communauté internationale de boycotter aussi. Et de mettre en place des sanctions. Et ça se renforce en 2002 parce que tu as George Bush. Donc là, c'est un moment magnifique pour tout le Moyen-Orient parce que tu as une succession de guerres basées sur le discours de George Bush qui va identifier trois pays qui va appeler l'axe du mal. Donc c'est l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan. C'est l'axe du mal.
Et en fait, à chaque fois que tu as ce type d'accusation contre l'Iran, l'Iran va être obligé de se renfermer de plus en plus sur lui-même. C'est la Corée du Nord aussi. La Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran. Donc, faut pas que j'ai toujours trouvé ça marrant que l'axe du mal soit mis là-bas. Ouais. Quand des 19 gars d'Al-Qaïda qui étaient là-bas, 15 venaient d'Arabie Saoudite, 2 des Émirats Arabes Unis, un d'Égypte, un du Liban. Donc aucun des pays de l'axe du mal. Ouais. C'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, ouais. C'est l'Iran, l'Irak, la Corée du Sud, l'Afghanistan aussi. Ouais, du coup, l'Iran, c'était gratos. Enfin, tu me diras l'Irak aussi, mais c'est ça qui est marrant, tu vois. Même moi, j'aurais tendance à dire l'Iran, c'était gratos de les avoir mis dedans. Ah, clairement. Mais comme si l'Irak, c'était pas gratos. Parce qu'il y a eu une guerre en Irak. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme il y a eu la guerre en Irak, dans ma tête, ils l'ont mérité. Qu'on le veuille ou non, c'est que c'est lié au 11 septembre, tu vois. Alors que ils ont rien fait, tu vois. Sérieusement, aucun lien. Il n'y a rien. Et c'est fou comme, du coup, tu vois, je réalise si moi, ça rentre dans ma tête, comment on peut se dire oui, mais tu vois, vous l'avez pas volé, quoi. Tu vois, parce qu'il y avait un truc, il y avait un problème, tu vois. Mais c'est surtout, tu n'as pas attaqué non plus les pays qui et même, qui ont généré ces terroristes. Pas tout un pays. Oui, bien sûr, pour des cellules terroristes, etc. Ouais. Cela dit, tu peux être un pays extrêmement belliqueux, tu peux être la Russie et décider que parce que il existe des terroristes tchétchènes, tu vas absolument annihiler la Tchétchénie, tu vois. Tout à fait. Mais là, on a un niveau où c'est même pas le bon pays. Donc... Et le pire, c'était que Khatami avait soutenu les États-Unis après le 11 septembre. Ouais. Donc, dès qu'il y a eu le 11 septembre, le Premier ministre iranien est sorti pour dire non, les gars, les États-Unis, vous avez toutes nos condoléances. Vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous aider. Ils ont même envoyé de l'argent, si je ne me trompe pas. Et donc, et même pas un an plus tard ou quelques mois plus tard, George Bush les met dans l'axe du mal. Tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire que la situation actuelle en Iran est influencée par énormément de facteurs historiques, économiques et politiques. Notamment beaucoup d'ingérences du côté des Royaumes-Unis et des États-Unis, qui ont souvent favorisé la montée de l'islamisme. Enfin, l'islamisme, c'est pas un bon terme, mais disons d'acteurs qui se revendiquent de l'islam, plutôt que d'acteurs politiques qu'ils ne privilégiaient pas à certains moments. Ouais. Le fait que Biden dit ça par rapport à l'Iran, il a dit qu'en fait, s'ils atteignent les 90% d'enrichissement d'uranium, et si bien sûr toutes les voies diplomatiques ne fonctionnent pas pour qu'ils arrêtent, ils vont les attaquer. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer les 2 sites qui enrichissent de l'uranium. C'est catastrophique. Oui, parce que ils ont aussi des missiles, donc on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'ils vont envoyer. Parce que voilà, il a dit ça parce que ce serait une opération conjointe entre armée israélienne, armée américaine, sur les 2 sites qui enrichissent le tout en Iran, sachant que bon, ils avaient même un deal techniquement que finalement Donald Trump a jeté. Alors, du coup, il disait quoi? Il disait justement que l'Iran pouvait stopper ses recherches. Alors, je me rappelle pas exactement, mais c'était un accord qui incluait l'Union européenne, en tout cas quelques pays de l'Union européenne et les États-Unis, pour dire que l'Iran acceptait d'avoir des inspecteurs sur son territoire. Ah oui, c'était pour les inspecteurs, ouais. Voilà, pour s'assurer qu'ils n'enrichissent pas, en tout cas au-delà d'un certain niveau, et qu'il n'y avait pas de fabrication d'armes. Ça a été annulé par Trump. C'est ça la question aussi, c'est-à-dire que c'est une manière aussi de mettre la pression de pouvoir dire ça, tu vois, c'est pas... D'ailleurs, entre parenthèses, là, ils ont été ultra rapides quand même. Un régime autoritaire, islamiste, ou encore une fois, oui, je pense que c'est le terme. Mais pas le terme non plus. Mais bon, qui... Parce que ça implique, c'est comme si tu disais, mais techniquement, c'est ça qui est intéressant avec le français, c'est que islamiste, ça veut dire
extrême. Extrême. Alors que socialiste, pour prendre un autre exemple, Oui. c'est juste un mec qui applique le Oui, non, socialisme. mais en fait, c'est. tu vois. Oui. Alors que islamiste, le mot islam en tant que du coup adverbe ou adjectif a été dénué a été attribué à l'extrémisme immédiatement. Ouais. Tu vois. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs ou comment il y a eu ces embranchements entre islamique et islamiste. Tu vois ce que je veux dire par rapport à quelque chose qui a une référence à l'islam. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça teinte extrêmement négativement le mot C'est islam absurde, hein, ouais. quand tu dois dire extrémiste, tu vois, parce que tu dirais un extrémiste chrétien, tu dirais pas un christianiste, tu vois. Non. Et quand tu dis christianisme comme islamisme, Oui. tu vois, normalement, ça c'est implique juste pas ça. Oui, d'extrémité. ouais. Je voulais dire que c'est assez rapide qu'un régime donc autoritaire, islamiste, passe de « Ah mince, on vient de nous gauler sur Twitter à avoir fait une bavure de la police des mœurs à on a démantelé la police des mœurs. » Après, attention, parce que ça aussi, là on l'a vu sur plusieurs news, c'est ce que le régime a dit, quoi. Oui. Donc tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à mon avis, les flics de la police des mœurs, c'est pas juste d'un coup, les gars, la retraite anticipée, allez les gars, clairement pas à la maison, quoi. Clairement pas. Non. C'est sûr. Mais ça pose une vraie question, tu vois. Après, bon, l'ampleur des manifestations a fait que le régime a sérieusement peur. Le régime a sérieusement peur. C'est marrant que ce soit vraiment, et cette peur qui des gens qui sont au pouvoir qui restent vraiment extrêmement constantes, quoi. Alors, si tu veux même l'anecdote, le régime du coup de l'ayatollah a demandé à l'armée d'arrêter de tuer des manifestants parce que donc ils avaient commencé à tirer à balles réelles. Je sais pas si tu t'avais suivi. Non, je savais pas. Alors ils avaient commencé à tirer à balles réelles. Ils ont dit si on voit des manifestants, alors c'était il y a 2 semaines, ils ont dit dorénavant on tire à balles réelles. Et donc il y avait une baisse dans le nombre de manifestants parce que bien sûr les gens ont beaucoup plus peur. Là je pense que ça a remonté parce que le régime alors a dit arrêtez de tuer des manifestants parce que en islam, je sais pas si tu sais, tu as les 40 jours après la mort. En fait, si quelqu'un est décédé, 40 jours plus tard, normalement, tu fais une commémoration de sa mort. Donc ça veut dire que dès que tu tues un manifestant, 40 jours plus tard, tu es sûr qu'il va y avoir un pic dans les manifestations parce que beaucoup de gens vont se rappeler du fait que tu l'as tué. Oui, donc c'est donc tu avais des pics à chaque fois. C'est intégré. En fait, ça sert aussi à ça, à ce que, c'est-à-dire dans une tradition de quelconque religion, que tu l'oublies pas instantanément. Exactement. Plus, en fait. Et du coup, ça faisait qu'il y avait des manifestations qui augmentaient de plus en plus parce que tu avais de plus en plus de morts et donc plus de gens dont on se rappelait. Donc quand tu sortais pour te rappeler de quelqu'un et une personne était morte, tu vois. Donc ça finit pas, c'est un cycle. Et donc l'ayatollah avait demandé, son régime en tout cas avait demandé à l'armée d'arrêter de tuer des manifestants pour cette raison-là. Si j'étais un Américain, j'aurais raison de plus souligner les problèmes justement des conditions de la femme, etc., pour déstabiliser encore plus, etc. Enfin, en tout cas de le faire à ce moment-là, parce que tu vois, c'est pas comme s'il l'avait fait l'an dernier, en ou septembre, pendant les 20 dernières années, où on s'en fichait de la femme iranienne, comme la femme afghane d'ailleurs, dont on a beaucoup entendu parler quand les États-Unis voulaient se partir de l'Afghanistan. Et on a tout à coup commencé à entendre parler de la femme afghane et les droits de l'homme de la femme en Afghanistan. Mais très bien. Mais vous étiez où pendant les 20 dernières années? Et pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas? Le fait que le régime ait bien voulu dire, en tout cas affirmer, qu'ils avaient démantelé la police des mœurs, c'est aussi une façon de calmer le jeu. Oui. Mais calmer le jeu jusqu'à quoi? Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris de vite fait de la physique de l'enrichissement de l'uranium, le plus difficile, c'est d'enrichir entre 2% et 40% de ton uranium. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu es à 60%, c'est juste une question de temps. De quand est-ce que tu vas avoir de l'uranium enrichi à 90% qui peut donc servir à faire des missiles nucléaires. En gros, quand c'est pas beaucoup de pourcents, c'est des trucs, tu vois, c'est de l'imagerie médicale, des trucs comme ça. À partir de 60%, tu peux faire des bombes sales. Donc, en gros, tu sais, avoir, j'en sais rien, une sorte de mallette nucléaire que tu vas dans une ville et ça nique la ville. D'accord, mais si tu veux un missile nucléaire, tu es censé enrichir le truc pour qu'il y ait une fission nucléaire adéquate pour une vraie bombe atomique, quoi, tu vois. D'accord. Le problème, c'est que
moi, je me dis, s'ils font ça pour gagner du temps, en fait, c'est clairement pour gagner du temps, pour avoir genre une vraie bombe atomique, quoi. D'accord, donc tu penses que c'est une stratégie pour En fait, je temporiser vois pas pourquoi temporiser. Oui, bon, à la limite, si c'est juste encore une fois la peur de la faire survie du plancher. régime. Ouais, mais après, c'est ça aussi, tu vois, on n'a pas vraiment. Dans les médias, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'en fait, on veut bien te montrer une manif qu'il y a après que cette femme soit morte. Ouais. Et après, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe après. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de manifs? Parce que, tu vois, si on nous disait, ah oui, il y a encore plus de Il y en manifs a tous plein. les jours, etc. Il y en a Ah, plein, d'accord. ouais, il y en a plein. Donc, effectivement, là, je comprends plus que peut-être juste le régime se sécurise sa place et peut-être se disent, à ce moment-là, on va... Ne faisons... Mais en fait, je vois pas pourquoi, s'ils sont arrivés à enrichir 60% d'uranium. Donc là, c'est d'après l'Intel des Américains. Ok, ils sont à 60%. C'est ça. Ils sont à combien là? 60. Ouais, ils sont à 60. Je vois pas pourquoi, en fait, tu continuerais pas. C'est ça le truc. Et non. comment... Et puis, j'imagine que bon, si c'est leur Intel, c'est que probablement, s'ils atteignent 90... Ouais. Ils le sauront, en fait. Tu vois, c'est ça aussi mon question, c'est comment tu gères le truc ouais, on a créé la bombe atomique, mais vous le savez pas. Donc après, ils ont accepté le deal aussi parce que les sanctions faisaient que la vie devenait de plus en plus difficile. Donc, tu avais des sanctions internationales contre l'Iran qui faisaient qu'économiquement, le pays avait du mal à survivre, en fait. Mais c'est ça le truc, mais depuis que l'accord, du coup, a été... Enfin, peut-être j'ai de la merde, mais c'est aussi une sorte de... démonstration de force que de dire oui, nous, le régime politico-militaro-religieux, on a la bombe nucléaire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont prêts de l'avoir ou pas, et dans quelle mesure c'est un élément qui rentre dans le calcul. Je suis pas sûr. Pour en revenir à ce qu'on disait sur l'hypocrisie et à géométrie variable, là, c'est toujours un peu délicat quand on dit qu'il y a de l'hypocrisie par rapport à des droits humains. Parce que, en fait, c'est toujours bien qu'on souligne qu'il y a un problème de droits humains et, si possible, si ça s'améliore, etc. Mais c'est vraiment toujours ce truc de lecture médiatique, de lecture de pourquoi est-ce que là, on me montre ça maintenant, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est exactement pareil que, tu vois, la discussion qu'on avait au dernier épisode où on parlait de BP Oil, justement, qui a shifté la responsabilité sur les consommateurs de toute l'écologie. Là, on shift exactement pareil. Par exemple, pour le Qatar, tu vois, on décale la responsabilité aux consommateurs de la Coupe du Monde. Une responsabilité politique, culturelle d'un pays dont à quel moment, moi, ici, dans le 11e arrondissement, je peux agir sur une espèce de monarchie multi-milliardaire parce que sinon, je l'aurais fait. Et je l'aurais fait il y a 20 ans. Pourquoi je l'aurais fait que maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on pourrait parler du fait que c'est la FIFA qui a décidé, du coup, maintenant, il y a 10 ans de le faire là-bas, alors que, bon, le pays, on savait que c'était... On savait. Que c'était de la merde, quoi. On savait, ouais. C'était Areski Sugar qui a dit ça, juste pour le... Non, mais après, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, excuse-moi, mais si t'es né une femme, si t'es né gay ou ce que tu veux, et qu'on te donne une fléchette, et que t'en tires une les yeux bandés sur la planète Terre, tu pries pour que ça te tombe pas sur le Qatar, tu vois. Bah écoute, ça dépend. Si tu veux beaucoup d'argent et vivre dans des conditions un peu différentes. Non mais, en gros, je trouve que boycotter la Coupe du Monde, c'est un truc qui fait plus de mal justement aux citoyens lambda. Alors, on pourrait parler du côté social, de se retrouver, du côté très, justement de la tradition, de la coutume, d'un truc qui va resserrer la cohésion sociale, qui peut-être même va... plus resserrer une sorte de sentiment national qui peut être en fait en vrai bénéfique dans ta vie quotidienne. Même, ok, on parle même pas de ça, mais juste d'un point de vue ultra pratique, c'est de l'argent qui va être injecté dans ton économie locale, en fait. Si tu vas dans un bar où c'est ton argent qui fait sur un truc où tu vas te sentir mieux, toi, avec tes amis, ça va donner de l'argent à ce bar qui va... Le propriétaire de ce bar, il va réinjecter de manière locale aussi parce qu'il y vit aussi, etc., etc.
Versus, toi, dans ta vie, continuer à te sentir coupable de tout ce qui n'a pas été réglé ou même ce qui a été créé par des gros conglomérats, en fait. Ouais. Voilà. C'est soit on te culpabilise, soit on essaye de se désolidariser dans une certaine mesure. Tu vois, c'est de dire, moi j'ai boycotté la Coupe du Monde du Qatar, moi je suis une bonne personne. Donc, Tu j'ai vois. plus rien à faire Donc j'ai maintenant. plus rien à faire maintenant. Ouais. Tu vois. Alors que, parlons-en de pourquoi est-ce qu'on boycotte la Coupe du Monde, en vrai. C'est quoi on nous a donné, je pense, 3 raisons. Tu me dis si t'en as d'autres, hein, mais pour moi, c'est le droit des travailleurs qui n'a pas été respecté, c'est l'écologie, et c'est les droits LGBT. Ouais. Pour moi, c'était Oui, c'était les grosso 3 modo trucs, les effectivement, 3. Ok. de bashing là-dessus, ouais. On les prend un par un, si tu veux. L'écologie, ils vont mettre de la climatisation dans un stade où il fait chaud. Ouais. Comme si nous, on n'essayait pas de chauffer nos stades en hiver, par exemple. Mais en fait, moi aussi, je considérerais que c'est ils appellent ça un moot point. En fait, à un certain moment, c'est soit on est OK pour la souveraineté d'un pays. Ouais. S'ils veulent créer 27 stades et qu'ils veulent en faire des trucs de patinage artistique, c'est la vie, en fait. Ouais. OK, il n'y a personne ici qui est venu dire ah oui, ton pont Alexandre III, vas-y, fais-le sans les ornements ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, surtout que c'est eux qui l'ont en plus, l'énergie. Tu vois? Tu vas commencer à leur dire. Oui, c'est ça. N'utilise pas ton pétrole comme tu veux le faire. En fait. Après, c'est renouvelable ce qu'ils font. Donc l'énergie pour les stades, de ce que j'ai lu, c'est de l'énergie renouvelable. Donc déjà pas mal. Allez, ok. Même si ça ne l'était pas. Je te crois, mais même même si ça l'était pas, quand est-ce que ça s'arrête de faire semblant qu'il y a d'autres États souverains, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut que le Qatar achète des missiles nucléaires pour qu'on vienne pas lui dire fais pas plus de stades? En fait, c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire que tu sais pas tout ce qui se passe dans nos pays à nous, qui sont dans le gâchis, en fait, dans le pur gâchis d'énergie, parce que les gars ne sont pas en train de penser logistique, etc. Non. Le Qatar, c'est un nouveau pays. Et c'est comme les gens qui essayent d'imposer une limite de pollution à la Chine, où on en est à une sorte d'industrialisation de la Chine. Personne n'était venu, nous, en 1900 ou 1880, te faire genre, les usines de charbon, les trucs comme ça. Non, non, il n'y avait pas d'aliens qui étaient venus pour te dire... non, mais bien sûr. Alors, parlons des droits de l'homme. Parlons des droits des travailleurs, par exemple. Donc, c'est quoi? C'est la stat depuis 12 ans. Donc, ils ont eu la Coupe du Monde il y a 12 ans. Je l'ai vu partout, c'est 6000 travailleurs qui seraient morts selon l'Organisation internationale du travail. Tout le monde prend la même stat, en fait. Tu vas dans le Guardian, tu vas dans n'importe quelle publication, tout le monde te donne... Ah, je savais pas qu'il y avait qu'une seule publication qui avait ça. Pourquoi? Est-ce que tu vas commencer à nous mettre en doute ce chiffre? Mais il faut le mettre en doute, parce que même l'Organisation internationale du travail dit... Alors, ce chiffre-là, c'est le chiffre de morts au Qatar d'immigrés qui sont peut-être morts en connexion, en tout cas en conséquence d'un travail. Mais de ces immigrés-là ou des immigrés de manière générale? Parce que là, c'est vrai que ça veut... Des immigrés de manière générale. En fait, c'est ça le problème. Le chiffre, il est immense. Là, on a juste pris un chiffre immense parce que c'est dur de comptabiliser le nombre de migrants qui a sérieusement juste contribué au stade. Mais tu pourrais pas les avoir en obligeant tout simplement les employeurs, c'est-à-dire les compagnies de construction. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il est possible qu'ils aient travaillé sur plusieurs projets déjà. Et puis ensuite, les compagnies ne vont jamais le faire. Ok. Admettons... Enfin, après, du coup, je comprends ce que tu veux dire dans la complexité de savoir quel est le vrai truc. Mais... on va pas se mentir, j'ai vu les vidéos de... Oui. Tu vois, là où ils vivent, etc. Tu te dis, c'est inadmissible, quoi. C'est vraiment... C'est inadmissible. C'est horrible, etc. C'est inadmissible. Cela dit, tu vois que par contre, il y a eu une amélioration et l'inscription des choses de droit du travail au Qatar depuis 2015, je crois. Donc, en fait, au moins, ça a servi à faire ça. Et en fait, c'est un peu ça... toute la question, c'est-à-dire que
mine de rien, d'avoir fait la Coupe du Monde là-bas, si Mhm. tu vas y bosser, Mhm. ben c'est mieux maintenant. Et ça n'aurait Oui. peut-être pas été mieux. C'est possible. Tu vois, ça va peut-être accélérer un peu Ça a tout peut-être ça. accéléré effectivement le Parce droit du que, travail qatari. et là, et c'est ça un petit peu le level où on commence à arriver à quelque chose d'un peu, comment dirais-je, encore une fois délicat par rapport à la différence de culture, même un Mhm. peu un truc philosophique, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'harmoniser les cultures, en fait? Parce que, alors, je dis pas que genre c'est dans ta culture de tuer des Pakistanais au Mhm. travail et que c'est comme ça qu'on fait, etc. Ouais. Cela dit, c'est où le juste milieu entre parfois ce que certaines personnes veulent quand ils critiquent le Qatar, c'est en fait de dire en fait ce qu'on aurait aimé, Mhm. c'est que le Qatar soit un État européen, genre ce soit presque un département français, Ouais. ok. Ouais. Et du coup, oui, on fait la Coupe du Monde là-bas. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, oui, on veut exactement les mêmes lois Mhm. qu'on a Chez chez nous. nous. C'est exactement ça. Entre ça et le fait que ce level où on te laisse vraiment tout faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, on te laisse faire ce que tu faisais avant sans rien dire. Ouais. Je suis contre cette hypocrisie, mais en même temps, si personne n'avait rien dit, je me serais dit, eh, les gars, vous voulez pas quand même parler du fait que C'est une très bonne. des gays Ouais. se font buter là-bas Ouais. et peuvent pas aller dans un stade ou des trucs comme ça, Ouais. tu vois? Et en Ouais. fait, c'est un peu difficile. Et alors, c'est pour ça que c'est toujours un peu plus facile pour un citoyen de se dire, pour moi, de me dire, bon, ça retombe pas sur moi, Mhm. mais à la base, ça pouvait retomber sur la FIFA, sur les gouvernements eux-mêmes, parce que le Qatar est pas assez bien, genre, tu vois, les mairies, aujourd'hui, le mairie de Paris, les mairies de plusieurs villes Mhm. en France, donc là, on peut dire que c'est le gouvernement, vont te dire, non, on n'a pas mis des fan zones pour qu'on puisse regarder la Coupe du Monde, Ouais. donc on boycotte activement, on est contre ce qui se passe au Qatar. Ouais. Par contre, il y a zéro problème pour que l'État français vende des armes au Qatar. C'est-à-dire que là, quand c'est pour vendre des armes au Qatar, on n'est pas là genre, oui, je vois pas de drapeau LGBT, tu vois. Mais pas seulement ça, mais alors, moi je pense que la solution, la réponse à ta question, c'est d'élargir un tout petit peu la perspective. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le droit du travail qatari? En soi, l'argument, c'est de dire le gouvernement qatari a commis des violations aux droits de l'homme. Ouais. Ce qui est vrai, Ouais. certes, d'accord. Et donc, le gouvernement qatari ne devrait pas pouvoir organiser la Coupe du Monde parce qu'il est à l'origine de ces violations aux droits de l'homme. Mais donc, quel pays pourrait organiser une Coupe du Monde dorénavant? Ouais. Est-ce que c'est les États-Unis qui ont envahi l'Irak et qui ont tué des centaines de milliers de personnes? Mais de manière plus générale, si tu sors du droit du travail, c'est juste une question de Human Rights Record. Ok, qui a fait quoi en termes de droits de l'homme et qui a commis les plus grandes violations des droits de Oui, l'homme? oui, oui. Tu as plein de pays, les pays occidentaux ont été à l'origine des plus grandes Oui. guerres dans les C'est-à-dire que dernières décennies. est-ce qu'on fait un score du nombre de morts, en Ouais. fait? Et alors, c'est pour ça qu'on en revient à cette espèce d'hypocrisie écologique par Mhm. rapport à des pays avec des économies en voie de développement, tu vois, enfin, en forte croissance, on va dire. Mhm. C'est ce truc de, OK, nous ici, on a eu le temps d'avoir énormément de morts en regardant pas les enfants mineurs qu'on mettait, tu Tu me vois, diras, dans ouais. les trucs, Ouais, etc. ouais. Et par contre, on va faire la police immédiatement. Et en même temps, Il faut. j'ai envie de dire, genre, déjà, vous tuez vos propres enfants, enfin, par la pollution, mais la pollution, elle s'arrête pas aux frontières non plus. Mhm. Et donc, ça tue quand même le reste du monde. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est toujours difficile à naviguer soi-même. C'est où qu'on pourrait mettre une sorte de limite ou juste, ne serait-ce que d'avoir cette discussion réelle, tu vois, et de pas avoir quelque chose d'unilatéral à chaque fois qu'on entend parler de... C'est ça le problème. Faut avoir un peu de consistance. Faut dire, bon, si je mets une limite et je dis le Qatar ne peut pas organiser de Coupe du Monde parce qu'il est il a commis des violations des droits de l'homme. Ouais. Donc, aucun pays occidental, ou la plupart des pays occidentaux, ne devraient pas pouvoir le faire non plus. Parce qu'ils sont aussi à l'origine de plein de violations des droits de l'homme. En fait, la différence entre l'Occident et l'Orient aujourd'hui, je pense,
c'est que l'Occident a réussi à exporter ces violations de droits de l'homme. Alors, Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais. Et alors, parce que toi, tu pitches le fait que, oui, regardez les États-Unis, vous avez fait une guerre illégale, techniquement, vous Plusieurs. aussi. Non. Oui, Tu oui. vois. Ouais. En fait, personne va te suivre. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Si tu dis ça, c'est vrai, Ouais. mais personne va te suivre. Donc Ouais. tout le monde va dire non, les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est eux qui disent. C'est eux qui disent, en fait, Ouais. ce que tu dis. Ouais. Et justement, en fait, du coup, ok, le Qatar, vous n'avez pas des standards qui sont les nôtres en termes de droits humains. Vous n'allez pas faire d'événements culturels qui, entre parenthèses, pourraient améliorer vos droits humains, justement. Ben, en fait, il n'y a que nous. Il n'y a que nous en Europe et en Amérique du Nord qui allons organiser la vraie Coupe du Monde. Parce que le monde, en fait, il est là. Ouais. Donc, arrêtez de faire semblant de vouloir faire partie du monde. Tu vois, parce que c'est ça aussi. C'est exactement ça, ouais. Alors qu'en fait, c'est nous qui décidons qui fait partie du monde. Et je trouve qu'il y a un petit côté vraiment très... tu sais, un peu avec un gosse, presque tu vois, un adolescent à qui tu dis genre, hey, ou pas non plus grand ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Là, on t'a invité autour de la table, ok, t'as fait ta première Coupe du Monde, parce que c'est la première Coupe du Monde au Moyen-Orient. Voilà, au Moyen-Orient. Mais calme-toi. Quoi. En fait, si tu mets ces standards-là, aucun pays dorénavant, ni africain, ni pays en développement, très simplement. Ni la Russie. Alors là, pour le coup, là, c'était il y a 4 ans, c'était la Russie. Bah, la Russie, désolé, pas envie d'être gay là-bas, quoi. Ouais. Tous, en fait. C'est que, et même sur l'écologie, parce que si on repart sur l'argument écologique, on peut que avoir des matchs dans des pays où les climats sont favorables. Bah, très bien, donc on va que jouer au foot en Europe et en Amérique du Nord. Et alors, après... Regarde, mais c'est aussi ça le souci, c'est que la FIFA, c'est la ligue des super vilains, quoi. C'est vraiment, on est là que pour siphonner de la thune. Mais en fait, tu pourrais voir le truc autrement et j'allais dire, entre guillemets, positivement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu arrives et que tu dis, bah, en fait, ouais, nous, on veut que les Coupes du Monde soient hostées par d'autres pays que les pays européens d'habitude, quoi. Par contre, on a une mini-charte qui dit que ce serait cool qu'il n'y ait pas plus de 10 morts sur des chantiers. La FIFA pourrait se dire, tiens, nous, on va être un vecteur d'amélioration, de changement. C'est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, elle spinnerait le truc au niveau des relations publiques. Mais tu mets quoi dans les chartes? C'est ça la question. La charte, bah, c'est quand même que les gens qui vont créer les infrastructures que vous n'avez pas ne meurent pas. Je pense que c'est un peu la base. Quoi. Alors, c'est la base, mais après... Et après, l'ouverture de tous les êtres humains possibles pour le visionnage des matchs, ça me semble pas ouf non plus, tu vois. Oui, mais après... Et justement, tu peux les ken comme ça, parce qu'eux, ils vont pas penser à tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, tu as des questions, par exemple, l'alcool. Tu vois, déjà, l'alcool, les gens n'étaient pas contents. Alors, ça, c'est culturel, c'est religieux. Et à la limite, tu vois, l'alcool, typiquement, ce serait pas dans la charte. Ce serait pas dans la charte. Ok. Disons que autant l'absence ou la présence de quoi que ce soit qui n'est pas des êtres humains qui vont regarder d'autres êtres humains jouer à un jeu de manière libre. Et que à la fin de leur journée de match, les gens peuvent rentrer tranquillement dans un endroit où ils vont se sentir en sécurité, etc. Je pense que c'est le minimum que pourrait demander la FIFA. En plus, bien sûr, de ce qu'on a dit par rapport au travail. Et donc, par exemple, le drapeau LGBT, tu fais quoi? Tu veux dire en termes de, ok, maintenant, quelles sont les actions que peuvent réaliser les supporters, etc. Après, est-ce que tu exportes la liberté d'expression alors que la liberté d'expression n'est pas la même dans nos pays occidentaux laquelle tu exportes? Je sais pas. Est-ce que si après, tu peux dire, voilà, il y a un minimum. Tu peux dire, voilà, vous n'avez le droit d'avoir que les drapeaux qu'on vous donne ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, mais au moins, tout est clarifié dès le début et tu sais que, bon, apparemment, ce pays ne peut pas faire plus pour l'instant, mais tu les fais chier. Attention, ça ne veut pas quand même dire, c'est-à-dire que au moins, tu as 0 mort,
Et derrière, tu sais quoi? Sors un drapeau LGBT, en fait. Sors-le, il y a un problème, on le met sur Twitter, on essaie de faire changer le pays un petit peu, parce qu'il y a justement un petit shitstorm, mais qui va servir au moins, tu vois. Donc ça veut dire que tu ne respectes pas les lois, enfin les valeurs du pays dans lequel tu es. Non, mais je dis pas tout le monde, mais ce sera toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la désobéissance civile de certains, c'est ça aussi qui va faire plus changer les trucs. Là, mais est-ce que ça devrait changer? C'est ça la question. Tu vois. Nous, pour toi et moi, qui vivons en France et qui n'avons aucun problème mais avec là, les le problème, droits LGBT. c'est qu'on comment. Et là, alors là, par contre, on rentre dans la vraie philosophie, c'est de se dire, est-ce que l'humanité devrait garder des parcelles de terrain sur Terre ou peu importe dans l'univers de gens qui ont une culture qui est clairement, enfin délétère pour certains d'entre eux, en fait. En fait, c'est tout le deal des cultures, en fait. Moi, ma théorie sur les cultures, c'est que c'est une sorte de système immunitaire extériorisé, en fait. Si ta façon de vivre et ta façon de penser le monde, la politique, la science, ta vie quotidienne, elle est différente de moi, tu maximises pour notre espèce commune les chances de survivre à des choses. Peut-être que toi, c'est très important de te toucher quand tu te dis bonjour, etc. Peut-être que pour moi, c'est pas important. Le jour où il y a une pandémie, tu vas plus mourir que moi. Donc, c'était intéressant d'avoir ma culture là, à ce niveau-là. Versus un truc différent qui va faire que toi, tu auras plus exploré cette chose-là en sciences ou des choses comme ça. Et du coup, tu peux trouver... En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que autant comme un système immunitaire différent s'est développé, et s'il arrive quelque chose qui nous touche tous, t'as plus de chances de survivre quand t'as des choses différentes, en fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour moi, c'est le seul argument contre le racisme. Plus t'as d'êtres humains aussi, plus tu peux survivre. Et le seul truc, par contre, contre le racisme, c'est de se dire, en fait, plus j'ai d'êtres humains différents, plus je peux survivre. Je crois que c'est les guépards qui sont quasiment, génétiquement, tous quasiment des frères, en fait, entre eux. Mais du coup, s'ils se chopent un rhume, et en général, quand il y a une maladie chez un secteur de guépards, tous, ils crèvent direct, quoi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nous, on va vers quand même une certaine homogénéisation, et c'est normal, parce que ça vient avec la communication de la culture humaine mondiale. Si tu dis, OK, on va pas avoir de catastrophe naturelle, et que, voilà, ça va continuer, et qu'on va pas dégraisser en termes de technologie, OK? Bon, au bout d'un moment, on aura tous baisé avec tout le monde. Il va y avoir une sorte de métissage qui va faire qu'on va avoir le même, un peu marron, un peu avec des yeux bridés. Et tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, on aura tous... Si tu pars sur genre 40 000 ans, j'en sais rien, tu vois, au bout d'un moment, en ayant ces technologies, encore une fois, c'est-à-dire qu'on peut aller partout, on va homogénéiser notre façon de vivre au final, tu vois, c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, tu vois, on est en train de dire justement, le Qatar, ça s'est amélioré. Alors oui, ça s'est amélioré pour moi, pour toi. Non, ça c'est objectif, parce que je pense la vie humaine, ça reste, tu vois, alors, c'est très matériel. Effectivement, peut-être je suis allé plus loin dans le truc, mais on va voir justement par rapport à ça. En fait, tu vas avoir juste les mêmes personnes qui vont avoir leur certes, j'imagine, peut-être quand même des petits clusters de culture géographique, mais qui sont quand même assez communes. Et en fait, c'est vrai. Est-ce que j'ai pas un peu la même culture qu'un gars qui vit, j'en sais rien, à Boston? Tu vois ce que je veux dire? On est extrêmement éloignés. Alors oui, on a il y a des différences, on pense, mais on regarde beaucoup des mêmes choses. On pense quand même à peu près les mêmes choses sur la société, quelques grandes lignes. Et c'est une des premières quand même dans l'humanité de pouvoir, tu vois, te dire que là, tu peux aller dans n'importe quel pays, sortir de l'argent contre quelque chose d'autre, c'est assez commun. Est-ce que mettre ses parents
Mhm. dès qu'ils deviennent vieux dans une maison de retraite, Très bien. est-ce que c'est quelque chose qui s'homogénéise pas un peu dans le monde? Ouais. Parce que, au-delà de la culture que tu avais, Mhm. le capitalisme, on va dire, ou Oui. l'individualisme fait qu'à Ouais. un certain moment, tu penses plus à toi et ton foyer direct que ton foyer étendu, qui était plus la norme à un certain moment. Parce que je pourrais très bien te dire que, bah non, en France, c'était impensable peut-être de le faire il Mhm. y a 150 ans, j'en sais rien. Mhm. Et que là, maintenant, c'est totalement mainstream de le faire, comme beaucoup d'autres pays occidentaux. Que ceux qui restent le plus à faire ça, c'est par exemple les Italiens, mais que c'est en train de diminuer. Donc, Diminuer. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mais là, tu on peux va toujours aller vers le. une homogénéisation de tout ça. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu as quelque chose qui est exactement pareil, Mhm. tu peux pas avoir un gars qui pense différemment, qui voit un problème différemment Oui, et je vois qui, ce que du tu veux coup, te dire. le solutionne, en fait. D'accord. Tu vois, très souvent, il y a ces trucs un peu de maths ou de choses comme ça, ou même par exemple de Ouais. robotique, tu sais, parce qu'on a souvent dit que si les Japonais étaient très forts en robotique, c'est parce que il y avait beaucoup plus d'animisme chez eux, dans le Mhm. shintoïsme, je crois, ou des choses comme ça, Mhm. qui fait que, tu vois, ils voient beaucoup plus l'âme dans les objets. Ok. Et du coup, cette façon de penser fait que eux, ils sont allés plus volontiers d'en créer des robots qui vont interagir avec les humains, etc. Et maintenant, heureusement, le reste du monde bénéficie de toutes ces avancées que eux, ils ont fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, en France, on utilise des robots qui vont opérer parce que les Japonais ont une culture qui fait qu'ils voient pas le mal d'en voir une âme dans une machine, tu vois. Ok. Du coup, dire à quelqu'un on va se débarrasser de ce qui sort de notre culture, c'est pas un peu aussi supprimer la possibilité Ouais. que, en fait, en laissant cette culture faire ce qu'elle a à faire et évoluer comme elle a évolué, Ouais. va nourrir l'ensemble des humains quand même, tu vois. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je pense que c'est un bon argument, mais j'ai du mal à le voir appliqué à des situations où c'est. Il y a des morts, quoi. Alors, déjà, où il y a des morts, ou même, tu vois, pour la question LGBT, par exemple. Hmm. Comment est-ce que tu le justifies dans ce contexte-là? Donc, ne pas avoir. Alors, non, en fait, c'est ça le truc que je dis. Moi, Mhm. techniquement, du coup, Ouais. j'aurais envie d'édicter cette fameuse charte de la FIFA, Ouais. mais qui me. Mais en fait, mais parce que moi, j'ai une culture qui fait que, bah non, on ne va pas toucher aux droits des homosexuels, Mhm. etc., Mhm. aux droits humains, ni à tenter à la vie d'autrui parce que on est là. Mais, et là, genre, l'avocat du diable, et quand je prends, moi, ce dézoom-là énorme, je ne sais Mhm. pas comment réfuter le fait que, en fait, ok, je vois bien que tu sacrifies, genre, une vierge par mois à Mhm. Quetzalcoatl ou quoi, et Mhm. c'est peut-être ta façon à toi de te ressouder en tant que peuple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et que de toute manière, dans ma tête, à un certain moment, ce sera juste une culture, en fait, qui va se créer, sauf Ouais. si, en fait, tu le fais sciemment. C'est-à-dire que sciemment, tu te dis, bon, voilà ce qui va se passer sur Mhm. ce continent, on Mhm. va faire les trucs différemment, et on sait qu'on fera les trucs différemment. Presque, tu sais, il y a une sorte de, peut-être de schisme voulu de communication, ne serait-ce que pour l'exotisme, mais en fait pour la survie de l'espèce. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Oui, je vois. si Non, si, je vois ce que tu veux dire. je Et me laisse aller dans la discussion, mais je sais pas si tout ce que je dis J'espère que vous me comprenez Très souvent, je me réécoute et je me dis, mais qui comprend ton flux de parole? Parce qu'en fait, parfois, je saute des étapes parce que je me suis dit quelque chose dans ma tête hier, tu vois. Oh. Comme un gros con. Si, alors, je te suis et je me pose quand même des questions. Alors, par exemple, tout ce débat que tu soulignes, c'est un débat qui a souvent lieu quand on parle de droit international et des Nations Unies. Tu vois, parce que par exemple, tu as une charte des droits de l'homme. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Ouais. Tu vois, et souvent, l'une des plus grandes critiques qu'on a contre les Nations Unies, c'est une charte des droits de l'homme occidentaux. Oui, Mais c'est ce ça que n'inclut j'allais pas dire, parce tu qu'il vois, l'a écrite à qu'il la a base. Ouais. écrite. Tu vois, et
Par exemple, le droit de la propriété privée. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. hyper occidental. Ouais. C'est très protestant comme valeur. Il va y avoir aussi juste le mouvement, en fait. Ouais. Il y a combien il y a de cultures, mais bon, qui sont maintenant réduites à quasiment rien, qui vont dire, ben non, enfin, l'homme est né sur Terre, il se balade sur Terre. Et alors, c'est marrant que du coup, ça, par contre, c'est pas l'ordre du jour. Si on parle de, tiens, harmonisons les droits universels de l'homme, ça va être sur, bon, ok, est-ce que tu as droit de mettre une swastika si c'est d'un point de vue critique, etc. Mais attends. Avant d'arriver à ça, est-ce que j'ai le droit de bouger, en fait, sur la planète sur laquelle je suis, C'est un très bon exemple. Ouais. Tu veux que je te donne un autre exemple, si tu veux, dans le même contexte. Dans la plupart des pays dans le monde, si tu commets un crime, si tu tues quelqu'un, ou si tu violes quelqu'un, tu vas en prison. Ça s'appelle de la rétribution, en gros. Voilà, donc tu prends ta revanche un peu sur l'être humain et tu le mets de côté. Tu as des pays dans le monde où tu n'as pas un système de rétribution, tu as un système de compensation. C'est-à-dire que, par exemple, en Somalie, si tu commets un crime, le Hayr, donc ça s'écrit X2ER, c'est le système juridique qu'ils ont là-bas qui n'est pas écrit, il est transmis de manière orale. Ouais. Et en gros, selon le Hayr, si tu commets un crime ou un meurtre, tu dois compenser la famille de la victime en fonction du crime et du meurtre. Ce sera même pas, parfois pas seulement en argent, ce sera par exemple un chameau ou des objets ou des animaux, etc. D'autres objets de valeur, en fait. Et donc, ça pose la question, tu vois, on n'a même pas la même manière de concevoir le crime. Oui, c'est-à-dire que en fait, on dépend juste d'un hasard de l'histoire qui a fait que l'Empire romain était l'Empire romain pile à ce moment-là de notre technologie, qui a fait que du coup, en fait, c'est ça qu'on va garder plutôt que une autre version, etc. Et alors, on sait maintenant que notre système occidental n'est pas le meilleur. Parce qu'il y a plein de récidives, et tu vas aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, tu as les pays nordiques maintenant qui essayent de faire un truc où c'est de la réparation, tu essayes de raccompagner la personne en société. Et donc, c'est plus vraiment de l'incarcération où tu punis, mais tu essayes plus de reconstruire son environnement. Et donc, en fait, on n'a pas les réponses finales pour plein de ces questions-là. Ben ouais, on en revient à ce truc de ne pas avoir de rôle modèle, en fait. Ouais. Et mais ce qui est pour moi le plus alarmant, c'est juste de ne pas le rechercher. C'est-à-dire qu'en fait, les pays qui pourraient se permettre, là maintenant, qui ont les ressources pour le rechercher, ne le font pas, ne pas utiliser justement la science. Quand je dis la science, c'est juste la collection de data, tu vois. De pouvoir dire, ben oui, il y a tant de récidives, c'est que on fait pas les choses de la bonne manière. Comment faire pour que on ait cet outcome, ou même juste quel outcome est-ce qu'on voudrait. En fait, le fait que j'entende pas ça à la télé, c'est un problème. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout, Parce que c'est pas la récidive qui nous pose problème, c'est le fait que moralement, et c'est là où l'impératif moral devient important, on veut punir la personne qui a commis un crime. Mais ça fait partie de la justice aussi, le côté, il y a une proportion punition, une proportion réhabilitation. Ou en tout cas éviter le fait que ça soit reproduit, du coup réhabilitation ou autre chose, tu vois. Parce que si t'es à punition à 100%, si tu tues le gars parce qu'il c'était pelouse interdite, effectivement, lui ne remarchera pas sur la pelouse, puisque tu l'as tué. Et d'autres, si ça se trouve... Mais du coup, justement, c'est ce truc aussi. Mais tu vois, avant même ça, c'est juste dire, ok, pourquoi est-ce qu'on a ce crime, en fait ? Comment ça se fait qu'on doit gérer ce crime ? Qu'est-ce qui fait dans notre société qu'on a créé ce crime ? Et donc là, ça est pareil. Du coup, si tu dis genre, on m'a volé quelque chose pour une culture qui n'a pas de propriété privée, effectivement, ça ne veut rien dire. C'est con, mais c'est pas franchement non plus de la philosophie ultra, tu vois, psychanalytique. On n'est pas sur des trucs de ultra, Lacan, etc. Mais il y a des questions que je pense que j'aimerais quand même plus voir dans des médias un peu normaux, quoi, en fait. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, toi, tu crois que c'est... jamais. Mais
Ouais, tu penses pas que justement, peut-être l'attrait pour les podcasts ou les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un manque de Justement. ça? Si, c'est l'attrait, les Oui, tu veux dire, médias. ce sera pas dans les mainstream, ce Ah, sera que dans des choses comme ça. exactement. La Ok. montée des formats, des médias Dissident. dissidents, indépendants, c'est exactement à cause de la déception qu'a produite les médias traditionnels, Hmm. qui sont incapables aujourd'hui de donner ce que le spectateur veut voir. Donc, Ouais. on va pas y arriver. C'est fini. Et c'est sur cette note de désespoir que je te laisse partir à ton rendez-vous. Merci Merci. beaucoup, Omar. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. À une prochaine fois. À très vite. À la prochaine.